Madame, Messieurs, bienvenue dans le vrai journal à la une de l'actualité. 4 personnes, dont un chef coutumier abattu en Ituri par le ZADF pendant l'état des sièges dans l'est de la RDC et 15 villages récupérés par le FARDC. La RDC risquerait de perdre 3 milliards 710 millions de dollars d'ici 2039 à cause d'un homme d'affaires israélien, Dan Gettler, un nom le plus cité dans les mines congolaises. Il est au cœur du scandale minier en RDC. Et puis la levée d'immunité du sénateur Matata Pogno. Pourquoi la procédure est tirée en longueur? Et puis on parlera également du séjour de Félix-Antoine Tshisekedi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le chef de l'État est arrivé ce mercredi 12 mars dans cette province pour une inauguration de quelques bâtiments à Kolwezi. L'invité du vrai journal, vous allez suivre le député national Jackson Ahoussé. Les détails, c'est tout à l'heure à la présentation. Patricia Mastak. Dan Gettler, au cœur du scandale minier en RDC, il est le nom le plus cité dans les mines congolaises. La RDC risquerait de perdre 3 milliards 710 millions de dollars américains d'ici 2039 avec cet homme d'affaires israélien. Selon l'enquête financière réalisée par la coalition anti-corruption, le Congo n'est pas à vendre. Un rapport livré à la presse ce mercredi 12 mai à Kinshasa. Suivez tour à tour Jimmy Kandé et Jean-Claude Poutou, respectivement président de UNI, le réseau panafricain de la lutte contre la corruption, et porte-parole de la coalition Le Congo n'est pas à vendre. À partir des années 2000 jusqu'à maintenant et dans les années à venir, le Congo a perdu beaucoup d'argent. Et nous avons estimé ces pertes autour de 4 milliards de dollars que le Congo a perdu grâce aux transactions de Dan Gettler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette répartition est faite en 2 temps, c'est-à-dire sur les 20 dernières années, le Congo a perdu plus ou moins 1 milliard 950 millions. Et dans les 20 années à venir, on va de nouveau perdre 1 milliard 700. Ces estimations sont des estimations faibles. C'est-à-dire nous n'avons pas pris en compte toutes les transactions de Dan Gettler et nous avons fait une estimation plutôt en dessus qu'au-dessus de ce que Dan Gettler a pris. Troisième chose par ces rapports, c'est que nous voulons faire passer comme message, c'est qu'au moment où les gouvernements congolais cherchent de l'argent, au moment où la pauvreté augmente, il y a de l'argent qui existe et cet argent que Dan Gettler a acquis frauduleusement grâce à son amitié, à ses liens avec le président Kabila et le président Yuma, cet argent, le Congo peut le récupérer aujourd'hui et ça peut servir à participer à alléger les charges de l'État. Il a été question premièrement pour le Congo n'est pas à vendre de pouvoir passer en revue tous les contrats la majeure partie des contrats qui ont été signés par Dan Gettler, de faire une étude de savoir combien est-ce que la RDC a perdu tout au long des années qui viennent de passer depuis que M. Dan Gettler a commencé à faire affaire avec la République démocratique du Congo. On ne s'est pas simplement limité à évaluer ces pertes que la RDC a déjà connues, qui sont estimées dans notre enquête à 1 milliard 900 millions de dollars. Nous avons également fait une projection de ce que la RDC pourrait perdre si les mesures adéquates n'étaient pas prises par le président de la République ou par les différentes institutions. Donc, il s'agit de 1,7 milliard que le Congo pourrait à nouveau perdre si rien n'est fait. C'est ce que nous avons voulu présenter au public et profiter de cette présentation pour faire une interpellation à l'autorité compétente afin qu'une enquête soit amorcée finalement au Congo, parce que vous vous en souviendrez qu'il y a une enquête aux États-Unis, une enquête en Grande-Bretagne, en Suisse, qui se penche sur la question de Dan Gettler. Donc, il est important aujourd'hui, et encore une raison de plus, que le Congo puisse se pencher sur cette question, car les Congolais sont les premières victimes.
Levée d'immunité de Matata Pogno, on en parle dans ces journaux. Les actes dénoncés hier refont surface en pleine union sacrée. Plusieurs jours depuis que la procédure, le procureur, près la Cour constitutionnelle a saisi le Sénat pour obtenir l'autorisation de poursuite contre l'ancien Premier ministre Matata Pogno dans l'affaire sur la débâcle de Bukanga Lonzo, mais aucune suite n'est favorable jusqu'à présent. La procédure est tirée en longueur. L'argent détourné servirait à l'achat de conscience de certains sénateurs. Suivez. Incroyable mais vrai, la Chambre haute du Parlement, les Sénats, seraient trempés dans la corruption pour bloquer la levée d'immunité des Matata Pogno, selon plusieurs sources proches du Sénat. Quelle image de cette institution que les Congolais réclament la suppression jour et nuit? On ne s'étonnerait peut-être pas, car leur élection a posé déjà un soupçon de corruption qui renvoie en la mise en cause de la moralité de ces sénateurs dont nombreux sont cités dans des rapports. Un avant-gardiste, Jules Alinguete, aurait déjà bien compris que le retour à Kinshasa était motivé dans un seul but de mettre les bâtons dans les roues dans le processus en cours pour que leur immunité ne soit pas levée. Après avoir traité la justice de son pays de politiquement instrumentalisée et jeté l'opprobre sur l'IGF, ils achètent certains sénateurs. Les conférences de presse, les mobilisations de jeunes, les organisations tribales n'ont pas suffi. Reconnu par ces investigations, le député provincial Mike Mukebai dénonce une solidarité monnayée au Sénat. Pourquoi toutes ces agitations si l'on serait innocent vraiment? Seul le procès arrêtera la polémique, dit Jules Alinguete. Tôt ou tard, le peuple congolais sera éclairé sur cette affaire de Bukanga Lonzo par la justice. Restons toujours dans ces chapitres. Affaire gestion de fonds publics alloués au parc agro-industriel Bukanga Lonzo. La vérité sur le marché de gré à gré avec la société sud-africaine Africom. Jean Chrysostome Vayamouti, ministre honoraire de l'Agriculture, demande à Augustin Matata Pogno de bien vouloir porter seul sa croix. Autre chose, plusieurs des réquisitoires du procureur du parquet près la Cour constitutionnelle sont gelés au bureau de l'Assemblée nationale, particulièrement celui de l'ancien ministre de la Santé publique, Eteni Longondo. Le point avec Philippe Vumpi Kilola. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, dénonce l'indifférence du bureau Mbosso à la démarche du procureur général près la Cour constitutionnelle sur les réquisitoires de ces derniers, notamment sur l'affaire de la gestion des fonds mis à la disposition du ministère de la Santé publique pour lutter contre le coronavirus sous le ministre Eteni Longondo. La CAJ déplore le même comportement reproché au bureau Mabunda, se répète avec le bureau Mbosso Nkodia. Pour Georges Kapiamba, son président, le comportement de Mbosso entrave le bon fonctionnement de la justice. Signalons que, en août 2020, face à la presse, Gilles Alinguete, inspecteur général de finances, avait affirmé avoir transmis un dossier à la justice après ses enquêtes, attestant de la mégestion caractérisée des fonds publics destinés à la prise en charge de la riposte sanitaire de Covid-19. Affaire à suivre. Je l'ai dit tantôt, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé ce mercredi 12 mai à Lubumbashi dans le Haut-Katanga en provenance de Kampala en Ouganda où il a participé à la cérémonie de prestation de serment de son homologue Yoweri Kaguta Museveni à la tête de ces pays. Le président congolais a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international de la Loano par le ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge, suivi du gouverneur Jacques Kiabula Katwe, du président de l'Assemblée provinciale Kwingu Wakumwanza et des députés nationaux et provinciaux et des membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. D'après le directeur de cabinet du chef de l'État Guilain Nyembo, Félix Tshisekedi va procéder à l'inauguration de quelques bâtiments à Kolwezi.
Autre chose, la décision scandaleuse au Lualaba en marge de l'arrivée du chef de l'État, c'est jeudi. Le gouverneur Haï, Fifi Masuka, a décrété une journée chômée. Philippe Vumpi. C'est le jeudi 13 mai que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est annoncé au Lualaba. Pour organiser un accueil chaleureux pour ce premier citoyen de la République, la vice-gouverneur Fifi Masuka, actuellement gouverneur ad intérim, crée un scandale après avoir regroupé lundi 10 mai à 15h les chefs d'entreprise réunis au sein de la FEC, à qui elle a demandé l'argent pour ce dit accueil. Dans la même rencontre, Fifi Masuka a décidé que la journée de jeudi 13 mai soit chômée à Kolwezi. Une mobilisation de travailleurs des entreprises est requise avec une moyenne de 50 à 100 travailleurs par entreprise munis de leur calico. Une pratique de la Deuxième République condamnée hier. Aujourd'hui, elle refont surface en pleine union sacrée de la nation. Poursuivons ces journaux. État de siège dans l'est de la RDC. 4 personnes, dont un chef coutumier, ont été tuées par le ZADEF et 15 villages récupérés par le FARDC. Le détail dans cet élément. C'est un joli coup de filet pour les FARDC déployés au front pour éradiquer le rebelle qui sème l'insécurité et la désolation dans la province de l'Ituri. Selon les sources sécuritaires, dans le territoire de Djougou, les FARDC ont récupéré 15 villages, notamment Aïda, Londoniboli, Ponizi, Dera, Libi et Djoukpa, jadis occupés par la milice Codeco, à l'issue d'une offensive lancée contre cette fraction de rebelles pour éviter des dégâts collatéraux et attaques sur des civils. Les autorités et le FARDC ont suspendu le trafic sur les tronçons Lopa-Fataki pendant le déroulement des opérations militaires débutées depuis une semaine. Un gouverneur militaire et un adjoint de la police ont été placés à la tête de province pendant ces temps de guerre. Et d'après une autre source d'information, les ADF ont tué mercredi 12 mai 4 personnes, dont un chef de village et 5 maisons incendiées dans une attaque à Ngaka, dans la province de l'Ituri. Raphaël Loulou, secrétaire général du MSR-LFCC, soutient la proclamation d'état de siège, mais estime que les conditions ne sont pas réunies. Jocelyne Luanga. Raphaël Loulou soutient l'état de siège et appelle à la sensibilisation de la population pour qu'il y ait une bonne collaboration. L'état de siège est une procédure qui nous permet, nous, de croire que par cet état de siège, on peut arriver à restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et les mesures d'application ne sont pas toutes réunies. Je vous donne par exemple, est-ce qu'il y a la loi sur l'état de siège? Il n'y a pas de loi. Les gouverneurs militaires ou vice-gouverneurs policiers nommés par le président de la République, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont gérer selon la loi militaire ou selon la loi de l'administration publique. La population est-elle sensibilisée, conscientisée? Jusque-là, nous disons non. Parce que demander à quelqu'un qui est dans le Nord Kivu aujourd'hui, demander à quelqu'un qui est dans l'Ituri aujourd'hui, c'est quoi l'état des sièges? Je ne connais rien. Et même ici à Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien. En rapport avec le dossier Bukanga Lonzo, le secrétaire général du MSR-FCC invite le magistrat à dire le droit. Il a agi en tant qu'homme d'État, il était Premier ministre. Mais M. Matata, comme il a dit lui-même, avait des ministres sectoriels. Moi, je sais que la justice dans notre pays fera son travail et l'instrumentalisation ou non, la justice va faire son travail et M. Matata, l'ancien Premier ministre, le sénateur, qui bénéficie, il faut le savoir, des immunités parlementaires. Je ne pense pas que pour la levée des immunités d'un sénateur, il faille convoquer le Congrès.
Et de l'autre côté, l'honorable député Désiré Mbozi-Wambozi, cadre du MLC, approuve la décision du chef de l'État, celle de décréter l'état des sièges pour pacifier les deux provinces, à l'occurrence le Nord Kivu et l'Ituri, car selon lui, c'est une bonne décision. Il a dit à David Mbinga. Désiré Mbozi-Wambozi reste optimiste quant à l'état de siège à l'Ituri et au Nord Kivu. La stratégie seule aux militaires qui iront au front. Les conditions, c'est l'état d'esprit. Les conditions à réunir, c'est l'état d'esprit. Ce qui est à espérer, c'est la loi, la constitution qui donne droit à instaurer un état de siège. Le cas ici d'Ituri et du Nord Kivu nécessite cet état de siège. S'agissant du dossier Bukanga Londo, ces cadres du MLC appellent à la justice et à l'UGF de creuser le fait. Bukanga Londo, c'est de l'arnaque. On a arnaqué tout un peuple par le régime de Kabila. Si l'IGF fait son travail, je l'encouragerai à aller dans les détails de cette mésaventure. Qu'on ne nous raconte pas des choses. Non, cela s'est passé sous son mandat. On n'a pas à nous dire s'il a peur ou pas. La preuve est que Bukanga Londo n'existe plus. Changeons de chapitre. Au cours d'une sortie médiatique ce mardi, les responsables du FCC ont livré leur position de la mesure de l'état des sièges prise par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi pour ramener la paix dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. On voit cela avec Jutrid Ololo. Sensible à la peine des populations régulièrement endeuillées depuis des décennies, le FCC prend acte de la décision du président de la République et de son gouvernement sur l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. Le FCC promet même son soutien multiforme aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, dont il ne doute pas de la capacité à vaincre les groupes armés. Elles ont eu à les démontrer contre le M23 notamment. Elles sont capables de venir à bout des forces négatives, pour autant que les moyens nécessaires soient mis à leur disposition et que grâce à une politique favorisant le consensus national, elles bénéficient de l'appui unanime de la nation dans toute sa diversité, a-t-il déclaré. La position favorable de la plateforme politique de Joseph Kabila ne la dispense pas d'une veille permanente quant à la mise en œuvre de l'état des sièges. En effet, le FCC s'est dit prêt à dénoncer tout type d'abus qu'il noterait dans l'application de l'état des sièges, surtout en ce qui concerne le droit fondamentaux qui, dans le cas d'espèces, ne peuvent être restreints, encore moins violés. Restez avec nous, c'est l'heure de l'invité du vrai journal. Suivez. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue. Entretien spécial avec une personnalité importante. La situation de l'Est continue de susciter de remous au sein du microcosme sociopolitique congolais avec la décision du chef de l'État de décréter l'état de siège. Que pensent les uns, que pensent les autres? Que pensent surtout les députés, les élus de ce coin? Nous avons ici l'honneur aujourd'hui de recevoir sur ce plateau l'honorable Jackson Aousia Finkoto. Honorable, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bienvenue, vous allez bien, honorable? Très, très bien. Vous êtes député de l'Est, élu précisément de... Des territoires d'Irum. Irum, c'est un des territoires de la province de l'Ituri. Moi, j'ai toujours dit que vous êtes élu de Ituri, mais c'est précis à Irumu. À Irum. Irum, c'est les territoires. Parce que pour nous, la province n'est pas une circonscription. Exact. Une circonscription, c'est les territoires. Et pour le cas qui est le mien, je suis élu de Irum. Pour ou contre l'état de siège de l'État? Pour. Mais beaucoup de gens décrient cette décision en disant que ça ne va rien changer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne suffit pas de décrier, il faut décrier et à proposer aussi notre alternative. Si pour les gens qui sont contre, ce n'était pas ça la décision qu'on devrait prendre, on devrait alors faire quoi? Or, par contre, pour moi, je me suis dit que c'est venu en retard. On a décrété ça en retard. Si c'était moi, on devrait le décréter il y a
plusieurs mois avant, parce que nous sommes dans 2 ans de notre mandature. Depuis 2 ans que nous sommes venus ici, à Ituri, il y avait déjà, depuis 2017, les massacres. On avait plusieurs fois alerté les institutions nationales pour dire que ça allait mal et que la question nécessitait d'être inscrite à l'ordre utile et la question devrait être une question nationale. Bon, il a plu au chef de l'État de le décréter au mois qui court et nous saluons et nous disons, nous attendons les résultats. Oui, mais on voit des reportages où on dit que de l'autre côté, les gens ne sont pas, la population n'est pas très d'accord, et c'est vrai. On dit qu'on a mis des rebelles à la tête des provinces, des anciens rebelles, et c'est des gens qui sont cités dans les rapports des Nations Unies. Ça, c'est ce qui se dit ici à Kinshasa. Parce que moi, je viens d'ailleurs, il y a 2-3 jours, j'étais à Magui pour une mission parlementaire. Et les gens sont très contents de cette décision qui a décrété, n'est-ce pas, l'état de siège, le remplacement donc des autorités civiles par les autorités militaires. Cette question qui anime le débat ici à Kinshasa sur les personnes déjà nominées, ils ont des rapports, et ils sont ici des groupes armés, mais moi je me dis, les gens là ne sont pas appelés officiers militaires les jours qu'on les a nommés. Avant la nomination, ils étaient où? Et qu'est-ce que ces rapports attendaient pour être exploités? Donc pour moi, c'est un faux débat. C'est un débat qui risque de nous retarder inutilement. Ce sont des officiers militaires congolais, oui ou non? Oui, ils étaient dans l'administration militaire, ils ont occupé même des fonctions militaires. Si il y avait un rapport contre eux, on attendait quoi pour sortir tous ces rapports? Est-ce qu'on attendait seulement l'état de siège? C'est une distraction. D'accord. Pour nous, nous voulons... Vous êtes d'accord avec l'état de siège? D'accord avec l'état de siège, nous le soutenons. Quitter les groupes armés, honorable. Vous attendez quoi pour quitter les groupes armés? Quitter les groupes armés? Vous, les députés de l'Est. Ouais. Le président Mbosso a été clair, hein? Vous y compris, vous attendez quoi pour quitter les groupes armés? Exact. C'est un appel de responsabilité. C'est comme on est responsable quand on est représentant. Nous qui représentons, nous les représentants. Nous représentons et des bonnes et des mauvaises personnes. Ce n'est pas parce que ce sont des sorciers, parce qu'ils tuent, que nous ne les représentons pas. Nous représentons l'actif et le passif de la population. L'actif de la population, c'est quand la population que nous représentons se comporte bien. Mais le passif, c'est quand cette même population se distingue dans le mal. Donc nous représentons tout ce monde-là. Donc on dit quitter les groupes armés, vous prenez ça positivement. Nous le positivons. Nous disons, là, on voulait nous dire d'aller sensibiliser nos siens qui se retrouvaient dans les groupes armés. Non, vous êtes en train d'interpréter l'idée d'Mbosso dont on a compris, fâché. Les députés, vous n'étiez pas là, ils sont parmi, même les députés de l'Est ont fait un sit-in, ils sont montés jusqu'au niveau du perchoir pour dire au président clairement qu'il n'était pas d'accord avec la situation de l'Est. Et le président a lâché un peu dans la colère pour dire, mais vous là, je vous dis là, on est au pointeur du doigt, si vous voulez que cette situation-là cesse, quittez les groupes armés. Exact. Il leur a accusé directement, vous êtes responsable de cette situation. Exact. Vous qui êtes là-bas. C'est comme je viens de vous dire, c'était une interpellation. Le président, en disant ça, voulait nous interpeller sur les responsabilités qui sont les nôtres. Parce que je peux vous informer, il y a des groupes, l'insécurité à l'Est se fait à travers les groupes armés, dans lesquels nous trouvons les groupes armés locaux et les groupes armés étrangers. Je parle des groupes armés locaux. Dans les groupes armés locaux, il y a des Congolais dedans. Il y a des Congolais au même titre que Aoussé, au même titre que Peter, qui sont dans cette forêt-là. Donc, si on voulait nous interpeller, attaque Congolais, attaque le représentant originaire de cette partie, en disant que vous là, quittez le groupe armé, effectivement, parce qu'il y a les gens de nos territoires. Moi, je suis du Roumu. Dans mon territoire, il y a des groupes armés. Et les groupes armés qui sont animés par les communautés locales, parfois les communautés qui sont les nôtres. Donc, nous sommes, d'une manière ou d'une autre, nous avons la responsabilité de prêcher aux nôtres de quitter les initiatives. D'accord, mais comment vous faites alors, vous, pour faire battre campagne, pendant qu'il y a de l'insécurité, pendant que ça tire? Mais vous faites comment pour battre campagne et les gens vous élisent? Vous n'êtes pas complice. Comment vous battez campagne dans la quiétude alors, s'il y a de l'insécurité? Les groupes armés, effectivement, c'est une bonne question. Les groupes armés n'habitent pas le village. Les groupes armés ont leur bastion dans la forêt. C'est cela aussi le débat. Parce que les gens croient que non, les groupes armés, ils sont à Bounia, ils sont à Komanda chez moi, ils sont dans les villages. Ils ne sont pas dans les villages. Ils viennent, c'est pour cela qu'on parle de l'activisme des groupes armés. Ils quittent leur bastion
pour venir déstabiliser les agglomérations. Et nous, quand nous faisons campagne, nous n'allons pas faire campagne dans des bastions des groupes armés. Nous faisons les campagnes dans des agglomérations plus ou moins sécurisées. Parce que pour votre information, M. Peter, l'Est, c'est la partie de notre pays qui a une densité plus élevée que d'autres parties de ces pays ici. Vous pouvez être d'accord avec moi. Imaginez-vous, seulement Ituri et Nord Kivu, plus de 30 millions d'habitants. Or, on en a 80 millions. Tout au plus 80 millions. 80 millions. Alors, si déjà dans deux provinces qu'on peut trouver 30 millions, pour vous dire qu'il y a des agglomérations importantes. Il y a des agglomérations. Il y a par le fait de l'insécurité, nous n'arrivons pas à atteindre d'autres agglomérations, mais cela ne peut pas nous empêcher de ne pas être... Honorable, vous étiez rapporteur lors du bureau d'âge, au début de la législature. L'Assemblée nationale, vous percevez beaucoup d'argent. L'Assemblée nationale fonctionne sur base... L'Assemblée nationale fonctionne sur base du budget. Vous avez bouffé combien déjà? L'Assemblée nationale fonctionne... Vous étiez rapporteur, non? Vous confirmez d'abord que vous étiez rapporteur pendant les rapporteurs du bureau provisoire. Provisoire, oui. Pas bureau d'âge, bureau provisoire. Oh, les rapporteurs vous avez bouffé combien? Il semble que c'est en termes de millions là-bas. Ça, c'était faux débat. C'est un débat révolu. On n'a rien eu là-bas. On n'a rien eu parce que nous, on était là pour, n'est-ce pas, valider les pouvoirs des députés, adopter le règlement intérieur et installer le bureau définitif de l'Assemblée. C'est ce qui a été fait. En termes de millions, ça n'a pas été de notre mission. Nous, la mission n'a pas été celui de mobiliser des millions pour les députés. Mais ce que je sais, l'Assemblée nationale fonctionne sur base d'un budget, lequel budget fait partie des budgets globaux du pays. Donc, ce n'est un secret pour personne que l'Assemblée nationale a besoin de l'argent pour que celle-ci puisse fonctionner comme toutes les autres institutions de la République. Alors, vous êtes fier de votre bilan jusque-là, jusqu'ici? Depuis que vous êtes député, les gens qui vous ont mandaté, leur vie a changé. Depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, la vôtre, elle a changé quand même. Quand je vous vois, je sens que ça sent les changements. La base qui vous a élu, sa vie a changé. Vous avez fait quelque chose pour votre base? Si vous dites que ma vie a changé, c'est peut-être votre bel studio ici qui fait changer ma couleur. Mais qu'à cela le tienne, il n'y a pas un changement outre mesure. Mais en fait, par rapport à ma base spécifique, je ne dirais pas que leur vie a changé parce que je vous ai dit qu'ils sont dans l'insécurité permanente. C'est ça que nous venons de faire au niveau de l'Assemblée. Nous ne sommes pas trop fiers de ce qui a été fait parce que la vie de la population n'a pas été heureuse. Vous avez perçu les 7 000 $ pour faire tomber Mabunda? Que les députés étaient corrompus avec 7 000 $ donnés par Kabound pour faire tomber Mabunda? Bon, en fait, corrompu ou pas, les faits, moi je parle des faits. Parlons des faits. Je suis en face d'un homme sincère, vrai ou faux? Exact. Même vous deux ensemble, vous avez perçu aussi. Parlons des faits. Les faits, je ne saurais pas démontrer la corruption. Moi, ce que je peux démontrer, c'est que Mabunda était présidente de l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui, elle ne le parle. C'est ça le fait. Qui est corruption, qui n'est pas corruption. Avez-vous perçu 7 000 $ ou pas? Non, on n'a pas perçu. On n'a rien perçu. Avez-vous perçu 2 000 $ pour faire tomber le Premier ministre ou pas? Peter, toi, tu déranges trop. Toi, tu déranges trop. Nous, comment on peut percevoir? Donc, il suffit qu'on nous donne aujourd'hui, alors, Peter, donnez-nous 2 000 $ qu'on fasse partir l'actuel Premier ministre. Donc, il faut faire pour partir le Premier ministre, il faut nous donner 2 000 $. Donc, nous allons faire partir tous les Premiers ministres chaque jour. Donc, votre salaire, c'est de combien? Vous dites? Vous avez entendu ma question. Bon, la question, c'est une bonne question, Peter. Cette question des salaires des députés. Est-ce que les députés touchent l'argent plus que tout le monde Honorable, dans des institutions? Votre salaire est de combien? Le salaire est de combien, messieurs les journalistes? Je vous dis bien que l'Assemblée nationale fonctionne sur base Honorable, du budget. Votre salaire est de combien? Est-ce que vraiment sur le plateau, on peut... on connaît les salaires. Dans le pays structuré, on dit le président a autant, le Premier ministre a autant, les députés ont autant. Pourquoi ici c'est un tabou? Oui, malheureusement ici c'est peu tendancieux. Ici c'est peu tendancieux, on ne cherche qu'à savoir les salaires des députés. Or, il n'y a pas que des députés. Mais vous avez reçu le mandat, les gens vous ont envoyé là-bas. Le fait de recevoir le mandat fait que les salaires des députés... Vous êtes redevable à la population. Et la redevabilité passe par la connaissance des salaires. Donc nous sommes payés. Nous ne sommes pas payés plus que tout le monde. Nous ne sommes pas payés moins que tout le monde. Mais nous savons seulement que nous sommes payés et nous rendons service par rapport à ça. Il faut plutôt... Moi, je vous demanderai par contre à
à vos journalistes de nous évaluer par rapport à nos missions. Vous ne nous évaluez pas par rapport à nos missions, mais vous ne faites que nous mettre en confusion parfois avec la population sur le débat des salaires. Nous, notre mission, c'est de voter les lois. Si on nous paye tout ce que nous paye là, tout ce que vous imaginez. C'est de voter des lois, c'est de contrôler aussi. Et de représenter la population. C'est sur ces piliers-là, c'est sur ces missions-là que vous devriez nous évaluer. Est-ce que nous contrôlons? Est-ce que nous votons? Est-ce que nous représentons? Alors pour tout ça, vous percevez combien le mois? Nous ne sommes pas payés d'ailleurs. Pour votre information, on ne nous paye pas. On a quelques mois de paiement. Honorable Jackson Aoussé Afingoto, merci. Je suis très heureux, messieurs les journalistes. Vous venez là de suivre Jackson Aoussé, député national, qui a parlé de la situation de l'Est et la décision du chef de l'État, celle de décréter l'état des sièges dans ces coins de la République démocratique du Congo. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.